Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café pour une série de 3 émissions exceptionnelles que nous allons passer ensemble sur l'une des plus belles îles de l'océan Indien, au pied d'un volcan particulièrement spectaculaire, à la rencontre de personnages savoureux et de paysages tout à fait inattendus. Bref, en un mot commençant, bienvenue sur l'île de la Réunion. Mon île, tu n'es pas comme les autres îles, tu ne viens pas d'une famille d'îles aux plages de palmiers, pas de filles au collier de fleurs, pour touristes en peine de cœur, à l'ombre de tes cocotiers. Mon île, tu n'es pas la carte postale pour ces vacances idéales, près des lagons de sable d'or. Tu as choisi comme ceinture de hautes falaises blessures où l'océan gronde si fort. Quand on a connu la Réunion, on a été très surpris par la diversité ethnique de l'île et aussi bien sûr la diversité botanique. Et puis, au fil du temps, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir mettre dans un jardin un peu de toutes les plantes qui ont été ramenées par les différentes ethnies qui peuplent cette île. Vous dites plantes ethniques, ce qui veut dire que suivant les zones où habitait telle ou telle ethnie, les plantes n'étaient pas les mêmes. Bien sûr, il y a déjà au point de vue alimentaire, au point de vue médicinal, les gens ont apporté avec eux ce qu'ils avaient d'habitude de consommer. Donc on ne trouve pas la même chose effectivement en Asie ou en Afrique. Et comme l'Afrique et l'Asie sont présentes sur cette île, ça veut dire qu'il y a des plantes et d'Afrique et d'Asie. Voilà, beaucoup de plantes d'Inde, d'Asie et puis beaucoup aussi de Madagascar. Ça a été facile de faire vivre ensemble des plantes qui peut-être n'avaient jamais vécu aussi proches l'une de l'autre? Non, ça n'a pas été facile et même parfois il y a eu des échecs. C'est évident qu'avec les différentes altitudes ici, tout ne pousse pas dans les bas ou dans les hauts comme on dit. Donc certaines plantes comme le thé, on n'a jamais réussi à l'acclimater dans les bas. On l'a bien replanté à diverses reprises, mais le thé est mort à diverses reprises. Donc non, on ne peut pas, et certains arbres aussi ne peuvent pas pousser dans les bas. Et voilà l'arbre apparemment le plus connu de chacun. Même les enfants savent le dessiner, le cocotier, et pourtant il a tout plein de vertus qu'on ne connaît pas, ou en tout cas pas toutes. Donc oh oui, le cocotier c'est un arbre très très utile. On se sert de ses palmes, on se servait plutôt pour recouvrir des toitures. Et puis la noix de coco, bien sûr, on mange la noix, on peut boire l'eau. On peut faire de l'huile avec la noix de coco. On se sert aussi de la paille qui est à l'intérieur pour faire des cordes, pour faire ici notamment on faisait des brosses pour cirer les parquets. Et enfin, on peut aussi manger le cœur, mais là le cocotier est mort ensuite. Et les amours du cocotier? Oui, eh bien écoutez, les noix de coco peuvent flotter, et peuvent beaucoup naviguer sur les mers. Elles peuvent faire environ 5000 km et germer. Et pendant ce temps-là, elles se préparent à la germination. Et c'est pourquoi on peut trouver des cocotiers dans toutes les îles tropicales, même assez éloignées d'une autre terre. Ce qui veut dire que le cocotier n'est pas venu ici avec une ethnie, il est venu tout seul. Il est certainement venu par la mer d'un autre endroit rempli de cocotiers. Pourquoi pas Madagascar. Et ces noix de coco, vous les ramassez ou vous attendez qu'elles tombent? Non, bien sûr, on les ramasse, sinon les gens... ce serait plutôt dangereux pour nos visiteurs. Une noix qui tombe d'aussi haut, je pense que la tête éclate. Et qui les ramasse?
On a des casseurs de coco à La Réunion, ça s'appelle comme ça. Bon, l'activité se fait de plus en plus rare parce qu'elle est risquée. Les gens grimpent à même le tronc et ils ramassent des chapelets de coco quand ils sont mûrs surtout. Quelle ethnie? Surtout les Malabars, donc de religion tamoule. Pour les fêtes religieuses, notamment pour les marches sur le feu, il y a des noix de coco qui sont installées à chaque angle de l'endroit où ils marchent. Et là, on est tout à la fois chez les Indiens de Haute-Amazonie et chez les producteurs de fromage hollandais. Exactement, avec le roucou, qu'on appelle aussi litchi-fleur, puisque le fruit ressemble beaucoup à un litchi, du moins au point de vue esthétique. Du roucou, on tire des teintures depuis les graines qui sont dans ce fruit rouge. Et les Indiens s'en badigeonnaient le visage à la veille de leur grande guerre. Exactement, c'était pour simuler le sang, le goût de la guerre, que la teinture de roucou. Montagneuse, La Réunion recèle plusieurs cirques volcaniques dans lesquels, au fil des siècles, se sont installés les Réunionnais. C'est le cas en particulier à Elbourg, officiellement et réellement aussi un des plus beaux villages de France. Zastico. C'est pas tout. Ah, Tout Denis. le monde est en place. Dans l'hôtel, t'en as où, hein? Bon, ben d'accord, alors, allez, recommence, alors, recommence. Maintenant, 2 jours, je suis pas y arrivé. Comme la Chourane, elle y répond à ça. Hein. Elbourg, vous aurez peut-être la chance de rencontrer dans sa maison-jardin Gabriel Folliot, un octogénaire actif, serein et accueillant à la fois, passionné d'histoire et de botanique. Elbourg était très important au siècle dernier. C'était le lieu de villégiature de l'aristocratie créole. Le gouverneur avait sa villa ici, vous voyez, c'est l'ensemble que vous voyez là-bas. Autour, vous aviez les dépendances qui permettaient cette vie aérée, où il y avait la cuisine, salle d'eau, toilette, salle à manger, ce qui permettait justement d'être toujours à l'extérieur de la maison la journée. J'ai toujours aimé la nature, parce que chez moi il y avait ce jardin, dit jardin créole, qui comme vous voyez là, c'est le jardin fouillis, le jardin touffu, c'est la nature qui fait le jardin pour nous. Alors ici, je vais vous montrer une fougère qui est un petit peu originale. C'est la fougère rasta, qu'on appelle ici la fougère rasta à cause de sa forme. C'est le lycopode. Alors le lycopode, on en fait sécher, on en fait une poudre. Et à l'époque, les pharmaciens s'en servaient. Quand il y avait beaucoup de préparation, quand ils faisaient des pâtes, là, pour en faire des gélules, hein, la pâte était pâteuse, ils enroulaient ça dans le lycopode et ça faisait des petites gélules bien sèches qu'ils vendaient tout de suite. Quoi. Et le lycopode, vous avez dû remarquer aussi dans les films historiques où on vous montre Napoléon ou Louis XIV signant un parchemin, trempait la plume doigt dans l'encre, il signait, et ensuite il prenait une petite pincée de poudre qu'il mettait sur la feuille, sur la signature, et la feuille, il vous présentait la feuille sèche. Si vous voulez, c'est le papier buvard de l'époque. Et c'est une fougère. C'est une fougère. Donc, ici, c'est une orchidée. L'angrécum, c'est la comète de la Réunion, l'étoile à 5 branches avec la queue. Là, c'est une orchidée, c'est celle qui est la plus recherchée par les Réunionnais. Une orchidée endémique. Parce que c'est avec elle qu'on fait le rhum arrangé. Alors, le rhum arrangé est à base de 2 orchidées. La vanille, qui est une orchidée, et cette orchidée que nous appelons femme. Et vous savez que la vanille, il faut la préparer, c'est-à-dire la faire fermenter pour qu'elle dégage son odeur. Pour le femme, son parfum, le femme, c'est la même chose. Il faut faire fermenter le femme avant de mettre dans son rhum. Les créoles vous disent c'est la seule femme qu'on peut mettre en bouteille. Alors là, cette fois, nous sommes à l'abri. Alors, vous avez là des plantes dites carnivores, qu'elles mangent des insectes. Le népenthès. Alors, le népenthès, vous voyez, là, vous avez là la fleur, c'est le prolongement de la feuille. L'insecte entre ici, attiré par le nectar qui se trouve au fond,
Et ça, c'est un piège parce que le nectar l'englue, il ne peut plus ressortir. Il l'englue et il le dissout, il le prédigère, ce qui permet ensuite son absorption par la plante. D'où le nom de plante carnivore. Et vous voyez au-dessus de la fleur le petit parapluie pour éviter que l'eau entre dans la fleur et là, il détériorerait le nectar, sinon la plante ne fonctionnerait plus. Alors là, vous avez quelques orchidées en fleurs, notamment des Paphiopedilium, dit sabot de Vénus, de la forme de sabot de la plante. Vous avez ici un cymbidium, des cymbidiums. Celle-ci qui est belle. Voilà. Les orchidées, c'est la fleur qui est belle dans l'orchidée, c'est jamais la plante. Vous voyez, les plantes ne sont pas belles. Les orchidées viennent des quatre coins du monde. Les grands orchidophiles sont en Europe, en Amérique et autres, parce que c'est eux. Parce que l'orchidée, au départ, en général, quand vous la trouvez dans la forêt, ce sont des petites orchidées, la plupart du temps. Et c'est l'homme qui a amélioré ces plantes pour en faire des grosses fleurs, en les mariant, les combinant, etc. Il les a trafiquées, au fond. La plupart des orchidées que vous voyez ici, sont des orchidées de culture, on appelle. Par contre, celles que vous aviez vues tout à l'heure, le femme, bolrom arrangé, tout ça, ce sont les endémiques, vous avez vu, ce sont des petites orchidées. Et l'orchidée, comme vous voyez, n'est pas une plante parasite. Elles se mettent sur la branche pour s'accrocher. Vous voyez, elles ont les racines dans l'air. Ce sont des plantes dites épiphytes. Elles ont les racines dans l'air. C'est pour pouvoir trouver la nourriture, la substance. Vous dites que ce sont des plantes un peu trafiquées par l'homme. C'est un petit peu comme pour les animaux d'élevage. Si on les relâche dans la nature demain, elles survivent? Pendant un certain temps. Je crois que, parce que moi j'en mets dehors, en général, elles finissent toujours par diminuer au fur et à mesure. Au bout d'un certain temps, il faut quand même s'en occuper. Ces orchidées demandent des rempotages de temps à autre. Donc en d'autres termes, elles ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'elles. Voilà. Cette rencontre de l'homme et de la nature ne date pas d'hier, elle remonte à plusieurs siècles. Et Gabriel Folliot est bien placé pour le savoir, lui qui descend directement des flibustiers de la première heure. Monsieur Folliot, franchement, quelle idée de porter un nom de collection de livres de poche. D'où vient ce nom de Folliot? C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est quand même un nom bien français. Si vous ouvrez le bottin, vous trouverez pas mal de Folliot en France. Et mon ancêtre, lui, vient de la région de Tours. Et il est arrivé ici il y a environ 350 ans. Il s'est installé, c'était comme tous les aventuriers qui venaient ici à l'époque. Il est catalogué dans la généalogie comme flibustier. Il n'y avait pas d'indigènes du tout? Non, il n'y avait pas d'indigènes à la Réunion. Les indigènes, si vous voulez, sont ces premiers habitants dont mon aïeul. Ce sont les Français, les indigènes de la Réunion, qui sont les premiers habitants. Bien sûr, les premiers qui sont arrivés se sont installés sur l'île et tout autour de la côte. Ils ne sont pas venus à l'intérieur de l'île pendant les 2 premiers siècles, ils sont restés autour de l'île, où ils se sont taillés de grandes propriétés. Et pour travailler ces propriétés, ils sont allés chercher des esclaves en Afrique et à Madagascar. C'est la période de l'esclavage. L'esclave étant, comme vous le savez, faisait le travail, un travail un peu forcé bien sûr, mais la plupart, beaucoup étaient quand même maltraités et pas heureux, et s'enfuyaient. Et c'est dans nos montagnes ici, comme celle que vous voyez ici à Elbourg, dans ces montagnes que ces esclaves venaient se réfugier. Et quand un patron, un propriétaire, perdait son esclave, eh bien, il n'était pas content. C'est comme chez vous, un paysan perd sa vache, qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière pour essayer de la rattraper. Eh bien, pour cela, ils organisaient des détachements de chasseurs qui venaient sillonner la montagne à la recherche de ces fugitifs. En principe, le chasseur ne devait pas les tuer, mais au contraire, d'essayer de les reprendre vivants pour les ramener au maître, pour qu'il n'y ait pas de perte pour le maître, et quand il ramenait un vivant, il touchait une bonne prime. Mais si le fugitif ne se laissait pas prendre à la vue du chasseur, il s'enfuyait, eh bien, c'était malheureusement le fusil qui parlait,
Et certains s'amusaient comme ça à cette chasse aux noirs marrons, on les appelait des noirs marrons, cette chasse aux noirs marrons, parce que quand ils en tuaient un, ils avaient aussi une prime. C'était moins fatigant, mais moins lucratif aussi. Alors c'est pour ça, pour les ramener, ils ne ramenaient pas le corps d'esclaves, parce qu'il n'y avait pas de route, c'était des sentiers, etc. Ils ramenaient une main, la main gauche et l'oreille gauche, hein, comme preuve qu'ils avaient tué un noir. Et c'est là-dessus, c'est avec ces preuves qu'ils touchaient la prime. Et l'administration était complice de ça. Hein. L'administration coloniale de l'époque était complice de ces tueries. Vous voyez. Et les propriétaires, souvent, eh bien, prenaient cette main et cette oreille qu'on leur amenait, ils clouaient ça sur la porte de l'enclos des esclaves, vous voyez, de façon à dissuader les autres de partir. Il y a eu quand même l'abolition de l'esclavage, hein, il y a un peu plus d'un siècle et demi, hein, qui a, alors à l'abolition de l'esclavage, les Noirs ont hérité des mêmes droits que les Blancs. Et au fur et à mesure, au début, si vous voulez, il n'y avait pas de fréquentation entre Noirs et Blancs, hein, ça ne se faisait pas, il y avait une sorte d'apartheid, mais il y avait cette vie mutuelle où les Noirs avaient besoin des Blancs, les Blancs aussi avaient besoin des Noirs, parce que les Noirs, il fallait quand même des travailleurs pour continuer les plantations de canne à sucre. On l'a bien fait venir, parce que à l'esclavage a succédé l'époque de ce qu'on appelait l'engagisme ici. Hein, parce que les Noirs, dès qu'ils ont été émancipés en 1848, beaucoup ont refusé de travailler sur les propriétés. Parce qu'ils en avaient eu marre, ils en avaient soupé, quoi. Et à ce moment, les Blancs, pour pouvoir continuer leur plantation de canne à sucre, de café ou autre, sont allés chercher des gens dans l'Inde et en Chine. C'est ce qu'on appelait la période de l'engagisme. C'est pour ça que vous voyez ici beaucoup d'Indiens, hein, qui ont été prolifiques, beaucoup de Chinois, vous voyez, et tout ça, finalement, a fini par une sorte d'osmose, vous voyez, de se mélanger, hein, de se combiner et faire ce qu'on appelle ici la population créole. Il n'y a plus nous-mêmes, nous avons réglé notre problème d'apartheid, au fond. Les Noirs, les Blancs, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde, on fréquente dans les familles, hein, chez moi, chez n'importe qui ici vous allez, eh bien vous verrez à table, il y a aussi bien des Noirs, des Blancs quand on reçoit, il y a un petit peu tout le monde. Tout ça c'est mélangé harmonieusement. Et on est un des pays, hein, qui peut dire où existe le moins de racisme au monde. Nous voici dans votre maison et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y fait frais malgré le soleil. Eh bien, les maisons étaient construites, il y avait au départ, d'abord elles étaient toutes en bois, matériaux isothermes, très bons pour supporter les à-coups du climat. Et puis elles étaient construites par l'architecte et son charpentier. Et à l'époque, c'était des charpentiers de marine. Et ces maisons étaient construites pour qu'on puisse lutter le plus possible contre la chaleur. Ainsi, vous voyez les plafonds sont élevés pour pouvoir avoir beaucoup d'air pour chacun, bien respirer. Des portes et fenêtres sont nombreuses. Vous voyez, là, dans cette salle, il y en a 5, et disposées en enfilade pour créer une bonne ventilation. Ce qui faisait des maisons fraîches et agréables. De plus, ces maisons étaient isolées du sol, planchers flottants, et les planchers, comme vous voyez, étaient cirés à l'époque, à la cire d'abeille et à la brosse coco. La brosse coco, c'est un coco coupé en deux. On mettait son pied ici, et puis on faisait tourner sur le plancher, et ça lustrait les planchers. On n'a rien trouvé de mieux pour faire briller, astiquer les planchers, parce que les planchers, c'était à l'époque l'orgueil de la maîtresse de maison. Et quand on venait chez elle, pour voir si elle était bonne ménagère, on regardait un petit peu ses planchers pour voir s'ils étaient bien lustrés, bien entretenus. C'est pour ça que ces maisons étaient... La ménagère ne voulait pas non plus qu'on entre beaucoup dans sa maison, que la vie était organisée la journée à l'extérieur
tout autour de la maison, cuisine, salle de bain, salle à manger, toilette, tout était à l'extérieur de la maison. Et on entrait à la maison, servait surtout la nuit. Il y avait les chambres, on entrait pour dormir. Elle servait aussi quand il faisait mauvais, un cyclone par exemple, pour s'y abriter. Et elle servait aussi quand on donnait une petite soirée, une petite fête, pour recevoir les amis. Puis il y avait la chambre, alors là, normalement, les invités n'y pénétraient pas, mais avec votre autorisation, on va pénétrer dans la chambre. Bien sûr. Alors, cette chambre à coucher est meublée d'époque. Vous avez là le petit berceau, hein, les meubles, la coiffeuse, la console, l'armoire, sont des meubles qu'on retrouve dans toutes les chambres à l'heure actuelle. Par contre, un meuble qu'on ne trouve plus dans nos chambres actuelles, chambres modernes, c'est la table à toilette. Parce qu'à l'époque, la salle de bain n'était pas dans la maison, comme la cuisine, elle était à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans les chambres, il y avait toujours une cuvette un peu à eau, pour ne pas sortir la nuit si on avait besoin d'un petit peu d'eau. Dans cette chambre, ce que vous avez de plus remarquable, c'est ce lit qui est unique à La Réunion. Il est unique parce qu'en principe, il n'aurait pas dû venir ici. C'était des lits fabriqués en Angleterre. Vous avez ici la plaque de fabrique à Londres et à Birmingham. Et ces lits étaient commandés à l'époque par les riches Indiens, l'Inde étant une colonie anglaise. Et c'est en allant aux Indes, quand il est passé au large de La Réunion, à l'époque, Français et Anglais s'amusaient beaucoup à se pirater mutuellement leurs bateaux. Eh bien, ce lit était sur un bateau qui a été piraté. C'est pour ça qu'il n'est pas arrivé à destination et est resté ici à La Réunion. C'est un lit de flibustier, quasiment. Nous l'appelons le lit du pirate. Pour ça. Et vous voyez, les Indiens commandaient ce lit à baldaquin. C'était pour accrocher tout le tour un voilage et s'en faire une sorte de lit clos pour se protéger des insectes, des moustiques, des serpents et aussi être à l'abri des regards indiscrets. Là, vous avez le patchwork créole. Il y a 200-300 ans, les petites réunionnaises faisaient déjà leur patchwork, vous voyez, qui est fait de tas de petits morceaux de tissu, on l'appelle ici tapis mendiant. Beaucoup de couleurs, vous voyez, et des fois de différentes formes. Il y en avait beaucoup sur les meubles à l'époque. Les réunionnaises, malheureusement, ne font plus leur patchwork créole, le tapis mendiant. Elles font maintenant le patchwork goût américain. Ouais. Pour être moderne, pour être civilisé. Et le patchwork américain, c'est le compas, la règle, tout est bien dessiné. Alors qu'ici, vous voyez, c'est la pure fantaisie. Beaucoup de couleurs, la pure fantaisie, n'importe comment. Alors là, vous avez des chapeaux dits en paille de chouchou. Et cette paille de chouchou a fait le bonheur des Européennes dans les années 1920, où il y a eu une mode, une certaine mode en Europe de paille de chouchou pour faire des chapeaux, des canotiers pour hommes, des petites fanfreluches pour dames. Malheureusement, cette paille de chouchou ne se vend plus maintenant parce que, comme toutes les modes, ça a fait son temps. Cette paille est encore produite, mais à titre de quelques chapeaux comme ça, quoi, sur commande spéciale. Mais ce n'est plus la mode. Le vôtre est en paille de chouchou? Le mien, non. Il n'était pas en paille de chouchou, il était en rabane. Ici, vous avez le garde-manger pour conserver la nourriture. Alors, on mettait la nourriture à l'intérieur et pour éviter que les fourmis, les cancrelats viennent tout salir, vous voyez que l'appareil a son pied scellé dans une pierre au milieu d'un petit bassin. On mettait de l'eau dans le bassin, fourmis et cancrelats ne traversaient pas pour monter dans l'appareil. Et le bain chaud? Alors le bain chaud se prenait dans cette baignoire en zinc que vous avez ici, qui était installée dans une petite pièce.
Et ce bain, évidemment, pour chauffer l'eau, on utilisait un procédé qui était très original et astucieux. Vous verrez, on utilisait ce genre d'arrosoir. Eh bien, dans cet arrosoir, vous avez une grille, parce que ce n'est pas l'eau qu'on chauffait là-dedans, c'est le feu qu'on y mettait. Le charbon, le bois qu'on allumait, on ouvrait ici pour obtenir une ventilation basse. C'était très rapide. Et on plongeait ensuite l'appareil dans la baignoire remplie d'eau froide. Ça chauffait rapidement? Ça chauffait très rapidement. Et en quelques minutes, on avait une baignoire pleine d'eau chaude. Et c'est pour ça qu'ici à La Réunion, on disait que pour chauffer l'eau, on mettait le feu dans l'eau. Les propriétés de cette époque, eh bien, étaient constituées d'un verger pour avoir ses fruits. Vous voyez, il y avait aussi un petit potager pour avoir ses brins d'oignon, le thym. Et dans ce potager, on plantait beaucoup de plantes médicinales. Parce qu'à l'époque, on se soignait uniquement par les plantes. Il n'y avait pas de docteur. Et parmi ces plantes, eh bien, nous, on a conservé quelques-unes. Là, je vais vous montrer. Vous avez ici le datura. Les anciens faisaient sécher la fleur qu'ils fumaient quand ils avaient une crise d'asthme ou une quinte de toux. Ça les apaisait, mais ça ne les guérissait pas. Ça apaisait parce que le datura est un hallucinogène. C'était dans la tête, quoi, au fond. Voilà. Le faux patchouli. Alors, le faux patchouli, on en fait des parfums, ça sent bon. Mais ici, quand on avait des douleurs rhumatismales, on se frottait avec ça, ou alors on faisait des compresses. Les pharmaciens en tiennent compte encore aujourd'hui? Ils savent fabriquer? Non. Non. Aujourd'hui, tout ça, je n'ai pas l'impression. L'herboristerie n'est pas très développée à La Réunion. Ce qu'on vient de voir là, c'était la sensitive. La sensitive, oui. Que les crêles appellent trompe la mort, parce que dès qu'on touche, on a l'impression que la plante meurt. Elle disparaît. Et elle fait ça, c'est pour se protéger. Si une chèvre vient la manger, elle disparaît. La chèvre, dès que la chèvre la touche, elle disparaît et la chèvre s'en va. Et avec la sensitive, on fait des infusions calmantes. Quand les bébés étaient énervés à l'époque, maman mettait dans le biberon une petite feuille de sensitive. Quand il avait le sommeil agité, elle mettait une petite branche de sensitive sous son nez dans la tête d'oreiller pour qu'il dorme bien. Et vous pensez aussi que les dames, quand elles voulaient envoyer les maris se coucher, une petite infusion de sensitive, chérie. Et voilà, ça suffisait. Vous, aujourd'hui, je rappelle que vous avez 80 ans, donc vous avez du recul, de l'expérience. Il vous arrive encore de venir, j'allais dire, glaner dans votre jardin pour votre propre usage? Non, sauf des fois une petite infusion, mais pas de sensitive. Bien, pendant la dernière guerre, 39-40, ici à La Réunion, on ne recevait plus de bateaux. On est une île, on était isolés pendant quelques années, et finalement il nous manquait beaucoup de choses, on n'avait plus de savon. Ben, celui qui avait un camélia, il était heureux, parce que son camélia lui servait de savon. Voilà. Alors avec ça, on ne pouvait pas faire laver le linge, parce que ça donnait une teinte au linge. C'était pour faire à la toilette déjà, et ça donnait un teint magnifique aux dames, notamment. Ici, on disait un teint de camélia. À La Réunion, outre leur nom latin et savant, toutes les plantes, ou presque, ont un nom commun et même souvent un surnom créole, savoureux et coloré. Tisamo, corbeille d'or, vigne marron, bois chapelet, trompette du diable, concombre à chien, liane corail, fougère tortue,
épaulettes, calumet, liane savon, bois de pintade, takamaka, change écorce, velours blanc, oiseau de paradis, flamant rose, mourong, carambole, liane poc-poc, corne d'élan, foulard, orgueil de l'Inde, bois d'huître, cacapoule, lastique. Quant au caméléon, pour se fondre dans la nature, il n'a pas besoin de changer de nom, il lui suffit de changer de couleur. À La Réunion, l'hélicoptère est devenu un moyen de transport habituel, coûteux certes pour les touristes, mais gratuit pour les habitants des cirques volcaniques reculés, chaque fois en tout cas où leur santé nécessite intervention ou hospitalisation. La Réunion compte 3 grands cirques volcaniques, Salazie, où nous étions tout à l'heure en compagnie de M. Folliot, Sillaos, également accessible par une route longue et tortueuse, sinueuse même, et enfin Mafate, totalement coupée du reste du monde. Une île fermée à l'intérieur de l'île. Un coin de terre volcanique à laquelle s'accrochent quelques poignées d'habitants répartis en autant d'îlettes, de minuscules groupes de maisons séparées les uns des autres par des gorges quasiment infranchissables. La Nouvelle, où nous nous apprêtons à atterrir en compagnie de l'équipe médicale qui va y passer 5 jours entiers, est l'îlette le plus peuplé, 26 familles et même un petit restaurant. Yves Cénario, vous êtes aux manettes d'un des hélicoptères de l'île Réunion, mais il y a longtemps que vous pilotez, ça n'a pas toujours été pour cette compagnie, vous avez donc du recul. Alors ici, Mafate, les premiers hélicoptères, les premiers soins et l'évolution depuis que vous êtes là. Alors le système DAS que vous connaissez actuellement existe depuis une vingtaine d'années environ, et se fait donc avec des hélicos civils. Avant cela, c'était les hélicos militaires, ceux de la gendarmerie, qui effectuaient ce système. On venait avec un médecin, un dentiste, un infirmier également, mais il n'y avait pas de dispensaire. Donc on le faisait soit à la maison de l'ONF, soit à l'école. Et nous faisions une mission par semaine, comme ça se fait maintenant. À l'époque où il n'y avait pas de dispensaire également, il n'y avait pas d'infirmier dans le cirque de Mafate, donc les gens nous téléphonaient directement à la gendarmerie. Et on venait ici 3 à 4 fois par jour, puisque actuellement avec le dispensaire, le fait qu'il y ait une infirmière en poste permet d'élaguer pas mal de malades qui ne nécessitent pas l'utilisation de l'hélico. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que vous faites quasiment le porte-à-porte, parce qu'en venant ici, vous arrêtez 2 ou 3 fois pour prendre des gens, pour en déposer d'autres qui rentrent chez eux. Vous allez vraiment sur le pas de la porte. C'est ça, oui, on fait un peu de cabotage, quoi. Donc il y a une aire de posée pratiquement par village, par maison même. Donc il y a le système des sortants sur Saint-Denis, où ils doivent aller passer des radios, donc on les amène là-bas, et on les ramène en fin de matinée. Vous avez des contacts avec les gens d'ici, vous en avez avec ceux de la plaine. Quels sont les plus accueillants ? C'est comme partout, dans la campagne, c'est mieux qu'en ville, comme en métropole d'ailleurs.
Et donc là, c'est particulièrement la campagne. Le jour de votre retraite, vous pourriez venir vous installer ici? Oui, moi je suis né à la campagne, je préfère la campagne que la ville, ça ne me gênerait pas du tout. Bien qu'il y ait des sites un peu éloignés, mais comme la Nouvelle, ici on est à 1h30 de marche de la sortie. Donc c'est relativement facile. À quelques centaines de mètres de l'hélicoptère, le dispensaire. Une petite maison de bois où les mamans se pressent pour la consultation des nourrissons. La salle d'attente est à ciel ouvert, lieu de retrouvailles et de palabres. Et dans le cabinet, c'est une femme médecin d'origine suisse qui reçoit les patients. Et qu'est-ce qu'il a? La grippe, lui. La grippe? Quel âge? 2 mois et 20 jours. Il a fait de la fièvre? Ouais. Il avait 6 kilos, 150 d'énorme. Mais depuis quand il est malade comme ça? Depuis mardi. Oh, bébé. Si j'ai des suppositoires. Bon, c'est des sachets. Donc, tu le prennes en sirop. Et puis des gouttes pour le lait, je vais te donner. Donc ça, c'est la dose poids aussi. Hein. S'ils sont malades, vraiment quelque chose d'important en dehors de ces moments-là, ils peuvent très bien appeler le SAMU qui monte en hélicoptère avec les... Donc il y a quand même un confort de vie que les vieux d'ici n'ont pas connu il y a quelques années. Hein. L'hélicoptère a apporté quand même énormément. Parce que l'hélicoptère ici, c'est une révolution. Et des fois, je m'amuse parce que quand on prend des gens âgés qui se sont tapés le mailles-dos à monter quand ils allaient livrer leurs légumes en haut, qu'ils avaient ça sur la tête et qui montaient des pentes excessivement escarpées, l'effort qu'ils faisaient, la difficulté de vie que ça a été. Et quand on voit maintenant, il suffit d'un coup de fil, bon, ça y est, on les descend à l'hôpital, l'hélicoptère, le scanner, l'IRM. Je me dis qu'il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ces quelques années. Et grâce à ça, vous pensez qu'il ne va pas y avoir d'éloignement, d'émigration, que les gens vont rester dans leur cirque? Ah oui, je pense que les gens restent et j'ai même l'impression que des gens reviennent. Parce qu'il y a des gens qui sont attirés par le côté retour à la nature, alors ça, il y a quelques-uns. Et puis, tout le monde ne tient pas, parce qu'il faut quand même, moi, à mon avis, être élevé là pour vraiment tenir et être habitué à ça, à l'isolement. Parce que les gens, ce sont des gens qui sont très isolés par rapport les uns aux autres. Il n'y a pas de vrai village, en fait. Souvent, les gens vivent sur ce qu'on appelle des petits îlettes et donc ils sont tout seuls, leur petite maison est à, 500 mètres avec des ravines à passer d'une autre maison et donc les gens ont l'habitude de vivre seuls, quoi. Vous n'y vivriez pas, par exemple, ici? À vie? Ah non, je pourrais Parce que c'est la question que je posais au pilote tout à l'heure et je lui disais, au moment de la retraite, est-ce que vous imagineriez de vivre dans un endroit comme ça? Et il me disait, oui, peut-être, parce que moi, je viens du fin fond du Gers, et que cette campagne perdue, c'est chez moi. Oui, alors jamais, je vous dis tout de suite, parce que campagne perdue, d'accord, mais enfin, bon, quand l'hélicoptère est là, c'est bien, mais quand l'hélicoptère n'est pas là, et qu'il faut que vous redescendiez à pied si vous êtes fatigué, c'est quand même pas de la marche banale, c'est pas des petits sentiers, c'est quand même très escarpé. Les gens qui ont fait de la montagne dans les Alpes en France disent que jamais ils ont monté des trucs aussi escarpés. C'est court, mais c'est très très aride. Donc moi j'aimerais bien, oui, venir passer 5 ou 6 jours. Puis si j'avais un roman à écrire, j'irais dans un îlette comme Bourse ou Horaire, effectivement, assez éloigné, passer quelques jours. Alors, jamais je passerai ma retraite ici, alors, jamais. Au dispensaire, d'une semaine à l'autre, ce sont des médecins différents, amenés de la plaine par hélicoptère, qui reçoivent les patients. Mais les deux infirmières, Marie-Paul et Magali, sont présentes ici à longueur d'année, du lundi au vendredi. C'est elles qui assurent donc le suivi à l'intention des médecins successifs, souvent originaires de la métropole. Ben, en fait, si je suis peut-être dans ces montagnes, c'est parce que ça me rappelle l'origine de ma famille, qui est originaire du Bergel. Et donc, effectivement, ça ressemble un petit peu à la Suisse. Et moi, je suis d'origine suisse, donc c'est assez amusant. Voilà. D'origine, mais vous y avez vécu? Je n'y ai jamais vécu. J'y vais souvent. J'y vais très souvent en vacances pour revoir les ruines familiales, puisqu'il y a eu des ruines. Et donc, je vais dans la Maloya assez régulièrement, oui. Assez souvent. Oui, c'est sans doute la région pour laquelle vous n'êtes pas totalement dépaysé ici. Voilà, sans doute, peut-être. Les montagnes.
Et alors pour vous, quel a été le chemin qui a mené au fil des générations de la Maloya jusqu'à Mafate? Alors, je vais faire un rappel encore plus amusant, c'est que la danse de la Réunion, la danse traditionnelle s'appelle le Maloya. Et alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est quand même assez amusant de penser que je suis originaire de la Maloya et que la danse, du Maloya, et que la danse ici, c'est le Maloya. Voilà. Si hors travail et hors profession de médecin, vous deviez dire ce que vous aimez dans cette île où vous vivez depuis un certain temps quand même. Je vis ici depuis 23 ans. Alors, je pense que c'est une île très attachante parce qu'elle n'est pas du tout comme les autres. Et c'est une île en même temps qui est dure, c'est-à-dire c'est une île où il y a un volcan, c'est une île où il y a des éruptions, où il y a une sensation de sorcellerie. La mer est dure, la mer n'est pas comme à l'île Maurice où vous êtes sur les bords des plages, etc. C'est une mer avec des falaises, avec des courants difficiles. La vie à l'intérieur de l'île n'a pas été facile, elle a un passé difficile et c'est pas du tout il y a pas mal de chansons d'ailleurs qui l'expriment. Je crois que c'est assez intéressant parce que c'est une île qui n'est pas telle qu'on l'imagine avec le cocotier couché sous la plage, etc. Je vous disais tout à l'heure qu'en aucun cas vous ne passeriez votre retraite dans un lieu aussi écarté qu'ici, mais vous avez l'impression que vos vieux jours, même s'ils sont éloignés, seront sur cette île ou seront quelque part sur le continent européen? 50-50. Je pense que je ferai 6 mois ici ou Madagascar, qui est une île que j'adore, ou ailleurs, j'en sais rien, depuis des pays que je ne connais pas encore, peut-être où j'aimerais aller, et 50% en Europe. On est européen quand même. L'Europe, c'est l'Europe. Hein. Et la Suisse? Et la Suisse, c'est le berceau de ma famille. Mon père a voulu qu'on amène ses cendres sur les ruines de Castelmur, donc la Suisse, c'est quand même très important pour moi. Vendredi, un peu plus de midi, le dispensaire va fermer ses portes. Même Marie-Paul et Magali vont rejoindre la plaine en hélicoptère, jusqu'à lundi. Mais en cas d'urgence, un simple coup de fil et l'hélicoptère reviendra pour emmener à l'hôpital de Saint-Denis les éventuels malades des îlettes perdues, dont les noms disent l'éloignement, la difficulté et la solitude. Cayenne, Îlette à Malheur, Horaire, Bourse, Roche-Plate. Magali, Marie-Paul, vendredi, un peu plus de midi, pour vous, ça se termine la semaine ici, vous allez redescendre en plaine. Vous venez toutes les semaines? Oui, depuis 12 ans. Et je viens le lundi matin à 8h à Gillour en hélico, jusqu'au vendredi où je repars en hélico. Pendant 4 semaines, c'est comme ça. Et la dernière semaine du mois, je suis à pied et les lundis et les vendredis. Et on est à 2. En fait, il y a Magali avec moi. Magali, si je comprends bien ce que dit Marie-Paul, la première qualité pour faire ça ici, c'est de savoir marcher. Ah oui, exactement. Oui. Toujours marcher, puis par toutes sortes de conditions aussi, la pluie, le soleil aussi, qui chauffe bien parfois. Mais il faut relativement être sportif et toujours avoir une petite charge sur le dos aussi pour qu'on va voir les gens aussi chez eux, les médicaments, un appareil à tension, ça va vite, etc. Parce que comme on est là du lundi au vendredi, donc on va chez les gens pour leur traitement comme Magali a dit, mais il y a des gens qui font qui sont malades des fois en urgence, donc on est obligé d'y aller pour voir si vraiment il faut les évacuer ou pas les évacuer. Mais en fait, comme on les connaît quand même bien, donc on connaît ceux qu'il faut évacuer et ceux qu'il ne faut pas évacuer. Et alors s'il y a des urgences du vendredi soir au lundi matin? Moi, ils m'appellent. Donc les urgences, ils font par téléphone et le SAMU m'appelle pour savoir si la personne a un traitement ou pas. Et pendant la semaine, où vivez-vous ici? À Grand Place, c'est le premier village quand on passe par la rivière des Galets. Voilà. Si vous aviez le choix de vivre ici ou en bas? Moi, j'aime le désordre, j'aime la ville, j'aime le bruit de la ville, mais j'ai besoin le bruit de la campagne, le non-bruit, le silence. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment du silence, parce qu'il y a toujours des bruits, mais c'est des bruits plus agréables déjà à l'oreille, parce que là où je suis, moi, où j'habite en semaine, il y a une ravine qui coule, donc j'ai l'eau qui en permanence, j'entends l'eau, j'entends les oiseaux le matin et le soir. Donc, et en ville, c'est pas pareil, on entend les bruits des voitures. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter? Mon mari peut-être. Mais bon, il n'a pas l'intention de me dire d'arrêter, donc c'est bon. Eh bien, si le mari de Marie-Paul n'en est pas trop mari, nous resterons encore demain sur les hauteurs de l'île de la Réunion.
Nous irons à la rencontre du personnage le plus fascinant, le plus incontournable de l'île, un personnage vivant, même s'il est fait d'entrailles de la terre. Je veux parler du volcan qui se nomme le Piton de la Fournaise. Nous aurons avec nous un invité important, il s'agit d'Alain Gérante. C'est un homme qui depuis des années et des années filme, au risque parfois de sa vie, les éruptions du volcan. Nous découvrirons aussi l'observatoire qui permet de prévenir les habitants en cas d'éruption prochaine. Et nous rencontrerons l'un des premiers guides à avoir emmené des visiteurs, des touristes, au bord du cratère. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, ou plutôt la lave aux yeux, voici en avant-première quelques-unes des images que nous découvrirons demain.